Une danse pour un dernier adieu et pour que la vie qui continue demeure à son image. 4 jours après son dernier souffle, les amis et la famille de Jean-Claude Gast sont rassemblés dans le village de Saint-Julien-en-Beauchêne pour honorer un homme de combat qui aura mené bataille jusqu'aux derniers instants. Là, c'est les chaussées de Charleroi, on va remonter, on va arriver sur chaussée Louis. Nous sommes ici à Bruxelles, à la veille de sa mort et à presque 1 millier de kilomètres de chez lui. On va y aller en fait. D'accord. Et alors, on va aller Jean-Claude Gast accepte une caméra de télévision. L'objectif, délivrer un dernier message à destination du président de la République, Emmanuel Macron. Je peux être un peu vulgaire, j'ai vraiment envie de dire Macron, bouge-toi le cul, parce que j'en ai vraiment assez. Moi, je suis dans un corps inerte, mort. Je suis, comme je dis, un légume pensant. Gastou, comme tous ses amis l'appellent, a été obligé de s'expatrier en Belgique pour mettre fin à ses jours. Accompagné de sa femme, ses 2 enfants et d'un couple d'amis intimes, il vit ses derniers moments à travers une déambulation dans Bruxelles. Un dernier restaurant entouré des siens. Et toi, c'était plutôt quoi, boulettes liégeoises, la carbonade au faro, là, des morceaux de bœuf cuits dans de la bière et des frites fraîches? Ce qui est sûr, c'est que c'est une putain de leçon de vie. Moi, qui dure pendant 11 mois. C'est un élan de vie. Son fils Yannick a accepté sa décision. Gastou veut être libéré de son corps devenu inerte. Un choix que sa famille a décidé de respecter au bout d'un long processus. On l'a accepté son choix, mais aussi, en tout cas moi perso, je suis allé le chercher quand même à des moments. À lui dire, déjà quand il disait oui, mais pour vous, ça va être trop compliqué et tout, de lui dire, attends, mon gars. C'est pas du tout pour nous. Là, si tu fais ton choix, c'est ton choix. Et lui dire, attends, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu vas pas regretter? Parce que même moi, je lui avais dit, franchement, là aujourd'hui, je suis en train de revivre, du moins de bosser de manière différente. Je peux prendre bien plus de temps, de passer du temps avec lui, d'acheter un gros véhicule, un gros camping-car, de l'emmener à droite, à gauche et de faire des choses. J'ai dit, c'est jouable. Je me sens libre de faire ça et de m'occuper de toi. Donc, c'était lui dire, c'est jouable. Là, tu peux pas, t'as quand même ta tête et tout. Allez, mon gars, ça, c'est jouable. Donc, on a eu quand même des discussions des fois un peu tendues entre nous par rapport à ce truc-là. Mais moi, j'avais vraiment ce besoin de sentir que, ok, c'est vraiment ce choix-là et je le fais pas à défaut. Et ça, c'est important. Et du moment où je sens ça, et ben derrière, j'accompagne. Mais ça aussi, c'est un chemin. Parce qu'on y a passé du temps avec la frangine et la mère à s'occuper de toute la partie logistique, avec les amis qui ont quand même vachement joué le jeu derrière. Mais aujourd'hui, on est là, dans un hôtel, on a galéré pendant je sais pas combien de temps avant de trouver une chambre handicapée, prendre rendez-vous avec le psychiatre. Le véhicule, heureusement, j'ai trouvé par hasard en passant dans le Trièvre un gros véhicule pour qu'on monte les 5 plus le fauteuil, trouver l'association qui nous a permis de faire tout ça. Du moins, il y a tout un truc derrière. C'était, ça a été du boulot, hein. Toi, tu termines? Moi, je finis, c'est sûr. Nous, on fait... Il a essayé de mener sa vie pour lui, pour les autres. C'est pour ça qu'il est devenu élu. Il a réfléchi, il a voulu agir pour changer les choses autour de lui. Et puis là, au moment où il se retrouve face à une difficulté, face à une manière de finir sa vie, il devrait subir. Il devrait ne pas décider. Bon, c'est pas possible. Même famille que empalé. Voilà, tout à fait. Ah bah oui, un pal. Oui. On a l'impression que cette thématique est très très difficile à aborder. Elle est tout de suite extrêmement polémique. Et on voit bien que pour avancer sur des sujets sociétals comme ça, il faut une concorde nationale, il faut aborder les choses sereinement. Il faudrait un parlement dans lequel on puisse se parler, s'écouter, se respecter. Quand on compare aux autres pays, on comprend pas toujours très bien les freins qu'il peut y avoir en France. Je ne sais pas où sont les vrais freins. Ça reste relativement mystérieux. On peut penser que c'est un passé lié à la religion, mais on voit que d'autres pays, peut-être plus religieux que nous, encore évoluent. Je pense qu'en France, par rapport à la souffrance, par exemple, on a probablement progressé. Aujourd'hui, tout le monde admet que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas laisser souffrir. On doit accompagner quelqu'un. Gastou ne souffre pas. Donc c'est d'autres cas. Et l'ouverture de la Belgique, c'est justement d'être extrêmement ouvert par rapport à ça et être à l'écoute de la personne. C'est-à-dire on n'a pas légiféré avec tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. On écoute la personne.
Ici, c'est pas du tout un sujet tabou. Je dirais que c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Moi, je suis en Belgique depuis 2008 et c'est quelque chose qui fait partie des libertés belges, en fait. On sait qu'on y a le droit. On peut même s'inscrire, en fait, dire que c'est quelque chose qu'on souhaite si, par exemple, on tombe dans le coma ou qu'on a une maladie. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est connu ici et c'est vraiment un droit. Ouais. Monsieur le Président, je ne vous écris pas de lettres parce que ce n'est plus d'actualité. Dans 2 heures, je vais mourir. Et tel un fugitif, je suis actuellement en Belgique. J'ai dû fuir mon pays, mon village, où je ne peux pas mourir décemment parmi mes amis, ma famille et chez moi. Donc je trouve ça inadmissible. Arrêtez d'écouter vos lobbies poussiéreux et périmés. Je ne vois pas en quoi un évêque pourrait décider du sort de mon corps. Je suis seul à pouvoir disposer de mon corps. Ce n'est pas vous dans des bureaux qui pouvez décider ça. On compte sur vous. Soyez plus un président dans vos habits un peu surannés. Soyez un homme, et écoutez mon appel, parce qu'on est d'autres tétraplégiques, malades en fin de vie, qui voulons pouvoir choisir décemment notre vie, notre fin de vie. Donc je compte, je compte sur vous. Ne nous décevez pas encore une fois. En France, on a des soins palliatifs, mais bon, qui ne règlent pas tous les problèmes. Et puis ça n'est pas forcément le choix de chacun. Et qu'on ne nous propose rien d'autre. D'où des suicides violents. On le voit, des gens qui se pendent, qui se jettent sous un train. Ou des gens qui ont la possibilité de partir à l'étranger, mais malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. Je trouve regrettable, pour ne pas dire plus, qu'en France on ne puisse pas mourir chez nous, paisiblement, sereinement, lorsque cela devient nécessaire et qu'un médecin puisse répondre à notre demande sans se retrouver avec des problèmes de justice. Partir à l'étranger pour mourir, cela veut dire anticiper. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui pourraient vivre encore plus longtemps, mais qui ne seraient peut-être plus en état de se déplacer pour aller en Suisse ou en Belgique. Donc il faut anticiper, il faut avoir des relations, savoir que c'est possible à tel et tel endroit, financièrement aussi pouvoir assumer. Mais en Belgique, un citoyen belge qui va mourir chez lui ou dans sa maison de repos, via une aide à mourir, ça va coûter à peu près les produits 180 € et peut-être la consultation 200 €. Voilà. Et je crains que l'année prochaine, puisqu'on est supposé avoir une loi en 2024, on ait une loi rikiki. Oui, tout à fait. Nombre de médecins sont prêts à aider leurs patients, à condition évidemment d'avoir une loi qui les protège. Et c'est logique. Donc je crois qu'il y a une réflexion en France. Nous parlons de la question de fin de vie en France depuis une 40aine d'années. D'autres pays ont attendu moins longtemps pour voter une loi de dignité qui ne force personne, mais qui permet à celles et ceux qui entrent dans le cadre de la loi d'en profiter. Alors je pense que pour nous, il est largement temps de voter. On n'arrête pas jusqu'à la mi-décembre. Et c'est pas tellement facile pour nous non plus. C'est difficile pour moi de pratiquer une euthanasie, vous l'avez compris, mais je préfère ça que d'arriver chez un patient qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la tête ou qui s'est jeté par la fenêtre. C'était mes premiers actes médicaux il y a plus de 45-50 ans. C'est des images que vous n'oubliez jamais. L'acte d'euthanasie, je n'oublie jamais les personnes que j'ai euthanasiées, mais il y a une certaine sérénité après l'émotion de l'acte, du départ de quelqu'un que j'appréciais. Je me dis, il est libre. Il n'est plus prisonnier de son corps. Non, monsieur, ici.
Et voilà, j'ai souscrit un espèce de contrat moral avec le patient, ce que j'ai fait avec monsieur, en disant « Ok, on va le faire ». Et donc, j'ai satisfait à sa demande, j'ai rempli, j'aime pas ce mot contrat, mais bon, et maintenant, il va être libéré demain de son corps qui l'emprisonne. Si je peux, comme j'ai dit aux autres, si vraiment il y a un au-delà, je comptais sur moi pour vous faire signe. Voilà. Mais un truc dans la neige, que ça s'écrive, quoi. Tu vois, moi je suis un jour dans la neige, dans la poudreuse, ça écrit « Je suis ton père ». Bon, un truc comme ça. Et là, oui, bon.